Bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour cette première session de Bulle Nocturne, de lecture ensemble. Je suis sincèrement très heureux, je vais essayer de faire ce que je peux pour que cette première session se passe au mieux. J'espère que ceux qui me regardent maintenant, ceux qui me regardent en replay et ceux qui me regardent peut-être en clip TikTok, qui sait, euh, passe une bonne soirée, un bon début de nuit. Voilà, pour moi, il est 23h30 et je pense que c'est le moment de lire un petit peu, peut-être pas très longtemps, juste voir ce que ça peut donner. Donc je vous propose ce soir de s'attaquer à un de ces deux polars. Le premier, très connu, plus que classique, Agatha Christie, Mort sur le Nil, qui a donné lieu à un merveilleux film avec Kenneth Branagh, qui est l'acteur de Gilderoy Lockhart dans Harry Potter. Et il y a plein d'acteurs très connus dedans. Ou Les Temps glaciaires de Fred Vargas. Fred Vargas est une autrice de rom-pol, donc de romans policiers, qui fait beaucoup voyager son personnage fétiche qui s'appelle le commissaire Jean-Baptiste Adamsberg. Et donc, c'est donc l'histoire de cet homme-là que l'on suit au travers plein de livres de Fred Vargas. Et je vais lire peut-être les résumés des deux livres pour que le spectateur qui est sur le live me dise quel est le livre qu'il préfère que je lise. Après, s'il a d'autres suggestions que je pourrais peut-être avoir, ça pourrait être intéressant. J'ai éventuellement une autre suggestion qui serait assez impromptue, mais qui ne me dérangerait pas de lire. C'est mon livre préféré d'adolescence, qui serait Les Chevaliers d'Émeraude, le tome 1, parce qu'il y a 12 tomes. Le tome 1 qui s'appelle Le Feu dans le ciel. Voilà. Faut me dire. Je vais lire les trois résumés et tu pourras me dire, toi, dans les commentaires, ce que tu préfères. Voilà. Le résumé d'Agatha Christie, Mort sur le Nil. Ce n'est pas très joli de voler la fiancée de sa meilleure amie. Et même si l'amie en question semble se résigner, la ravissante et riche Lynette Ridgway a bien des raisons d'être inquiète. Surtout quand le hasard les rassemble pour une croisière sur le Nil, avec de troublants personnages, dans une atmosphère lourde de sensualité et de cupidité. Plus d'enquêtes d'Hercule Poirot. Et il y en a d'autres. La Maison du Péril, Marple, Poirot, Pine et les autres. Le meurtre de Roger Hawkward, Meurtre en Mésopotamie, Mort sur les nuages, Mort sur le Nil, etc. etc. Donc est-ce que ce sera Agatha Christie, Temps glaciaire de Fred Vargas. Adamsberg attrapa son téléphone. Il écarta une pile de dossiers et posa les pieds sur sa table, s'inclinant dans son fauteuil. Il avait à peine fermé l'œil cette nuit, une de ses sœurs ayant contracté une pneumonie. Dieu sait comment. La femme du 33 bis demanda-t-il. Veines ouvertes dans la baignoire. Pourquoi tu m'emmerdes avec ça à 9h du matin à Bourlin? D'après les rapports internes, il s'agit d'un suicide avéré. T'as des doutes? Adamsberg aimait bien le commissaire Bourlin. Grand mangeur, grand fumeur, grand buveur, en éruption perpétuelle, vivant à plein régime en rasant les gouffres, dur comme la pierre et bouclé comme un jeune agneau. C'était un résistant à respecter, qui serait encore à son poste à 100 ans. Le juge Vermillon, le nouveau magistrat zélé, est sur moi, comme une tique, dit Bourlin. Tu sais ce que ça fait, les tiques? Donc, est-ce que ce sera Fred Vargas, Temps glaciaire? Ou est-ce que ce sera Les Chevaliers d'Émeraude de Anne Robillard, tome 1, Le Feu dans le ciel? L'empereur noir, Amécarète, a levé ses armées
monstrueuse pour envahir les royaumes d'Ankh-Kidiev. Bientôt, le continent subit des attaques féroces de ces dragons et hommes insectes. Pourquoi mettre à feu et à sang les terres glacées de Shola après des siècles de paix? Les chevaliers d'émeraude sont les seuls à pouvoir percer ce mystère et repousser les forces du mal. Ils devront pour cela accomplir d'étranges prophéties qui lient Kira, une petite fille de 2 ans, au sort du monde. Donc, ces 2 livres-là, Fred Vargas et Agatha Christie, sont 2 polars, c'est des romans policiers. Celle-ci anglaise du début du XXe siècle, celle-ci française, contemporaine, actuelle. Sorti celui-là, je crois, en 2018, je crois, celui-là. 2015. Et celui-là, c'est une auteure francophone, québécoise, qui s'appelle Anne Robillard, c'est de l'heroic fantasy, et qui a fait beaucoup de son œuvre dessus. C'est la série d'heroic fantasy francophone la plus lue au monde. Voilà. Donc maintenant, à toi de me dire dans le chat quelle est ta préférence. Est-ce que tu préfères Agatha Christie, Mort sur le Nil? Très bien. Eh ben, c'est parti. Après, je pense que je vais lire une demi-heure, peut-être moins. Je ne sais pas exactement. Mais tu me diras si à un moment t'en as marre ou si je peux améliorer quelque chose. D'ailleurs, est-ce que tu entends bien? Est-ce que tu vois bien? Est-ce que tout se passe bien? Est-ce que ça va? Si oui, faut pas hésiter. Hein. Faut surtout pas hésiter. Petite seconde, je fais juste un truc. Petite seconde. Nickel. Alors, est-ce que du coup tu as la petite musique derrière ou pas? Est-ce que tu as la petite musique? Est-ce que tout va bien? Est-ce que je peux peut-être faire un truc mieux? Peut-être? Non, non, t'as pas la musique? Ah, si t'as pas la musique? Ou est-ce que c'est non que je peux pas faire mieux? Parce que si t'as pas la musique... Non, t'as pas la musique? Ah, c'est bizarre. Ah non, c'est pas bizarre du tout en fait. Je suis juste stupide. J'ai oublié de l'ajouter. Désolé, toute petite seconde. Tout petit contretemps. Voilà. Output audio capture. Normalement là tu l'as. Normalement là tu l'as. Toujours pas. Là c'est plus qu'étonnant par contre. Parce que normalement tu es censé l'avoir. Tu l'as vraiment pas du tout? Attends, je vais peut-être mettre plus fort, peut-être que c'est parce que c'est pas assez fort. Toujours rien? Ah maintenant tu l'entends, ok. Bon. Du coup je vais juste la baisser pour mes écouteurs à moi. Mais sinon... Ah! Voilà pourquoi tu l'entendais pas. J'avais oublié de faire une transition, je suis stupide. Ok, bah parfait, si todo c'est bueno. Hop là. Bon bah alors si tout est bien, on va pouvoir y aller. Hop. C'est là. Voilà. Comme ça, je vais juste mettre au plus grand possible. Désolé, je prends juste un peu de temps pour mettre tout en marche, c'est un peu long, je suis désolé. Mais... Oh pardon. Pardon, je vais essayer d'arrêter de taper dans mon micro. Peut-être bien. Eh bien, dans ce cas, puisque le peuple a choisi, ce sera donc Mort sur le Nil d'Agatha Christie.
On va juste changer le titre du live. Mort sur le Nil. Voilà. C'est parti. Donc, première nuit lectrice. Mort sur le Nil. Agatha Christie. Chapitre 1. À Sybil Burnett, qui, elle aussi, adore vagabonder de par le monde. C'est trop fort pour moi, par contre. Là, c'est mes écouteurs. C'est mes haut-parleurs qui sont beaucoup trop forts. Voilà, là, c'est pas mal. Tiens donc! Mais c'est Lynette Ridgway. Eh oui, c'est bien elle. C'est Mr. Barnaby, l'aubergiste des Freak Rounds. Du coude, il écarta son compagnon. Bouche bée et les yeux ronds, les deux hommes s'en mettent plein la vue. Une immense Rolls-Royce rougi vif venait de piler devant le bureau de poste local. Nu-tête, vêtue d'une robe qui avait l'air toute simple, mais qui en avait l'air seulement. Une fille avait sauté de la voiture. Une fille blonde comme les blés, au visage régulier, à la silhouette parfaite. Une fille qui ne semblait pas du genre à se laisser marcher sur les pieds. Une fille comme on n'en voyait guère à Melton Underwood. Je suis désolé d'avance pour mon accent. Il n'est pas forcément incroyable, surtout que là je suis un petit peu malade. Désolé d'avance, mais j'essaierai de pas trop sortir de l'histoire. D'un pas de grenadier, elle s'engouffra dans le bureau de poste. C'est bien elle, répéta Mr. Barnaby, plus bas, avec une nuance de respect. Des millions qu'elle possède, et à ce qu'il paraît, elle va claquer des milliers des cents à refaire la baraque. Ce sera des piscines en veux-tu en voilà, des jardins à l'italienne, une salle de bal, et la moitié du manoir qu'on va démolir et reconstruire. Tout ça, ça va apporter de l'argent à la commune, commenta son compère. C'était un petit homme chétif, qui ne payait pas de mine. Il avait le ton géniard et rancunier. Sûr que c'est une aubaine pour Melton Underwood, reconnut Mr. Barnaby. Une aubaine où je ne m'y connais pas. Il se frotta les mains. Ça va relancer l'activité, ajouta-t-il avec emphase. Oui, et nous changer de Sir George, fit l'autre. Lui, c'est les chevaux qui ont mis sur la paille, compatit Mr. Barnaby. Il n'a jamais eu de veine. Il en a tiré combien du domaine 70 000 livres au bas mot, d'après ce que je me suis laissé dire. Le gringalet siffla entre ses dents. Quant à Mr. Barnaby, il poursuivit sur un ton triomphant. Et à ce qu'il paraît que quand tout sera terminé, elle aura dépensé plus de 60 000 de plus. Fichtre, ça lui vient d'où tout cet argent? D'Amérique, à ce qu'on raconte. Sa mère était la fille unique d'un de ces types cousus de milliards. On se croirait au cinéma, pas vrai? La jeune femme sortit du bureau de poste et remonta dans sa voiture. Le gringalet suivit la Rolls des yeux. Je trouve pas ça normal qu'elle ait une telle allure. L'argent plus la beauté, c'est trop pour une seule bonne femme. Quand une fille est riche à ce point-là, elle ne devrait pas avoir le droit d'être belle plante par-dessus le marché. Et elle est belle plante, cette fille-là. Elle a tout. Il n'y a pas de justice. Je tiens d'ailleurs à signaler qu'en tant que lecteur et streamer, je ne cautionne pas forcément ce genre de discours. Je ne cautionne même pas du tout ce discours potentiellement misogyne. Voilà. Je trouvais important de le dire, je trouvais important de le souligner. Et je pense que ce serait bien que ce soit souligné. Voilà. Je continue.
Extrait des potins mondains du Daily Bagel. Parmi les soupeurs de chez ma tante, pardon, parmi les soupeurs du chez ma tante, j'ai noté la présence de la belle Lynette Ridgway. Elle était en compagnie de l'honorable Joanna Thorstwood, de Lord Winselham et de Mr. Toby Price. Miss Ridgway, comme chacun sait, est la fille de Melhush Ridgway, qui a épousé Anna Hartz. Elle vient d'hériter de son grand-père Léopold Hartz une fortune colossale. La ravissante Lynette est la coqueluche du moment, et le bruit court que ses fiançailles seraient prochainement annoncées. Ce qu'il y a de sûr, c'est que Lord Winselham semble very much in love. Je suis désolé, je baille beaucoup. C'est justement parce que la lecture est un auto-hypnotiseur qui fait que lorsqu'on est fatigué, et ben on redort plus facile. On a tendance à s'hypnotiser tout seul en lisant. Ma chérie, je crois que ce sera tout simplement sublime, s'écria Joanna Southwood. Elle était à Woodhall, dans la chambre à coucher de Lynette Ridgway. Par la fenêtre au-delà des jardins, on apercevait les bois qui dessinaient des ombres bleues sur la campagne. « C'est assez réussi, non ?» dit Lynette. Elle s'accouda sur l'appui de la fenêtre. Elle respirait l'enthousiasme, la joie de vivre, le dynamisme. À côté d'elle, Joanna Southwood. À côté d'elle, Joanna Southwood paraissait presque un peu terne. Grande et mince, c'était une jeune femme de 27 ans, au long visage intelligent et aux sourcils bizarrement épilés. Tu as tout fait. Tu as fait tout ça en si peu de temps. Tu as une armée d'architectes ou quoi? J'en ai eu 3. À quoi ressemble un architecte? Je crois bien que j'en ai jamais vu. Ils sont très bien, mais ils manquent parfois de sens pratique. Tu as dû les remettre au pas en vitesse, ma chérie. Plus pratique que toi, ça n'existe pas. Joanna cueillit un collier de perles sur sa coiffeuse. Ce sont des vrais, non? Bien sûr. Bien sûr. Pour toi, ma chérie. Mais ce ne serait pas le cas pour tout le monde. Des perles de culture, oui. Ou du bazar du coin. Elles sont renversantes et si merveilleusement assorties. Elles doivent valoir une fortune. Ouais, merci. Totalement compréhensible, l'auto-hypnotiseur, oui. C'est pour ça que j'aime beaucoup lire le soir. Parce que justement, c'est pour ça que d'ailleurs c'est conseillé de lire le soir et de pas forcément regarder les écrans. Ce que je ne fais pas, et vous non plus. Mais c'est pas grave, ça reste sympa. J'en étais où? Oui, elles doivent valoir une fortune. Tu trouves ça de mauvais goût? Non, pas du tout, c'est une merveille. Il vaut combien ce collier? Oh, environ 40-50 000 livres. Ce genre de somme qui fait rêver. Tu n'as pas peur qu'on te le vole? Non, il ne me quitte jamais. Et de toute façon, il est assuré. Ça me dépasse, ça. Vraiment, le principe d'avoir des trucs aussi chers qui sont assurés alors que c'est un bout de collier. Enfin bref. Non, il ne me quitte jamais. Oh, prête-le-moi jusqu'au dîner. Tu veux bien, ma chérie? Ça me ferait tellement plaisir. Lynette se mit à rire. Bien sûr, si ça t'amuse. Tu sais, Lynette, je t'envie. C'est si simple. Tu as tout. À 20 ans, te voilà indépendante. Tu as tout l'argent que tu veux. Tu es belle. Tu es en parfaite santé. Tu as de la cervelle à revendre par-dessus le marché. Tu les auras quand tes 21 ans? En juin prochain. Je donnerai une réception monstre à Londres pour fêter ma majorité. Et ensuite, tu vas épouser Charles Winselham. Winselham, c'est ça. Ces horribles écotiers en frémissent de la plume. Il faut dire qu'il est en adoration. Lynette haussa les épaules. J'en sais rien, je tiens pas à épouser qui que ce soit pour l'instant. Chérie, comme tu as raison, ce n'est jamais tout à fait la même chose après. Ce n'est jamais tout à fait la même chose après, n'est-ce pas?
téléphone sonna. Lynette alla répondre. Allô? Allô? C'était le maître d'hôtel. Madame de Belfort est en ligne, miss. Dois-je vous la passer? Belfort? Oh, bien sûr. Bien sûr, oui, passez-la moi. Il y eut un déclic. Allô, Miss Ridgway? Fit une voix douce et animée et légèrement essoufflée. Lynette? Jackie, ma chérie, ça faisait des siècles que tu ne m'avais pas donné tes nouvelles. Je serais, c'est affreux, Lynette. Je meurs d'envie de te voir. Chérie, pourquoi ne viens-tu pas ici? C'est mon nouveau jouet, j'adorerais te le montrer. C'est bien ce que je comptais faire. Alors saute dans un train ou dans une voiture. Entendu, et j'ai un cabriolet complètement déglingué. Je l'ai payé 15 livres, il y a des jours où il roule très bien. Mais il a aussi ses humeurs. Si je ne suis pas arrivé à l'heure du thé, tu sauras qu'il aura fait un caprice. À tout à l'heure, ma chérie. Lynette raccrocha et revint vers Johanna. C'était Jacqueline de Belfort, ma plus vieille amie. Nous étions ensemble dans un pensionnat religieux à Paris. Elle n'avait pas de chance. Son père était un comte français et sa mère une américaine, une sudiste. Son père a levé le pied avec une autre femme et sa mère a tout perdu dans le crack de Wall Street. Jackie est restée sans le sou. Je ne sais pas comment elle s'est débrouillée ces 2 dernières années. Johanna faisait briller ses ongles rouge sang avec le polissoir de son ami. Elle prit du recul et pencha la tête pour juger de l'effet. Chérie, tu ne trouves pas ça assommant? Moi, quand mes amis ont des ennuis, je les laisse tomber illico. Ça peut paraître cruel, mais ça évite tellement de complications par la suite. Elles veulent tout le temps t'emprunter de l'argent. Ou alors elles ouvrent une boutique de mode et tu es obligé de leur acheter des robes à hurler. Ou encore elles se mettent à peindre des abat-jours, à fabriquer des foulards en batik. Alors demain, si je perds tout mon argent, tu me laisserais tomber? Oui, ma chérie. Tu ne pourras pas dire que je ne t'ai pas prévenu. Je n'aime que les gens qui réussissent. D'ailleurs, c'est vrai, presque tout le monde. Sauf s'il n'y en a pas beaucoup qui soient prêts à l'admettre. Ils te diront que, décidément, il n'est plus possible de fréquenter Mary, ou Emily, ou Pamela. Ces malheurs m'ont rendu si amère, la pauvre chérie. Est-ce que tu peux être brutale, Johanna? Je suis une arriviste forcenée, comme tout le monde. Moi, je ne suis pas comme ça. Pour une raison évidente, pas besoin de se montrer ignoble quand est fondé de pouvoir américain, beau gosse, dans la force de l'âge, qui ne gâte rien. Vous verse une confortable pension tous les 3 mois. Ah. Tu te trompes à propos de Jenny, de Jackie, dit Lynette. Ce n'est pas une sangsue. Je lui ai offert de l'aider, mais elle a refusé. Elle est fière comme pas deux. Alors pourquoi elle est si pressée de venir? Je te parie qu'elle veut quelque chose. On va bien voir. Elle avait l'air un peu survoltée. Reconnut Lynette. Elle prend tout tellement à cœur. Un jour, elle a donné un coup de couteau à quelqu'un. Chérie, mais c'est fascinant. Oh, coucou. Coucou, bienvenue. Comme c'est écrit sur le titre du live, je suis en train de lire Mort sur le Nil d'Agatha Christie. Donc, bienvenue, pose-toi, prends un petit café, un petit snack, et mets-toi sous la couverture, blottis-toi, et puis c'est parti. Pour l'instant, c'est juste une discussion entre 2 femmes richissimes. Voilà. J'en étais où? Ah oui, elle avait l'air un peu survoltée, reconnut Lynette. Elle prend tout tellement à cœur. Un jour, elle a donné un coup de couteau à quelqu'un. Merci. Chérie, mais c'est fascinant. Un type était en train d'agacer un chien. Jackie a essayé de l'en empêcher. Il n'a rien voulu savoir. Elle l'a empoigné pour le secouer, mais il était beaucoup plus fort qu'elle. Si bien qu'elle a fini par sortir son couteau de poche et par le lui planter, Dieu seul sait où. Ils se sont battus comme des chiffonniers.
Je m'en doute. Quelle horreur! La femme de chambre de Lynette entra. Elle murmura quelques mots d'excuses, sortit une robe de la penderie et l'emporta. Qu'arrive-t-il à Mary? Demanda Johanna. Elle a pleuré? La pauvre petite. Je t'ai dit qu'elle devait épouser un homme qui travaillait en Égypte. Et comme elle ne savait pas grand-chose sur son compte, j'ai voulu prendre des renseignements. On a découvert qu'il avait déjà une femme. Et 3 enfants. Quelle quantité d'ennemis tu dois te faire, Lynette? Des ennemis? Fit Lynette, ahurie. Johanna hocha la tête et prit une cigarette. Eh oui, des ennemis, mon ange. Tu es d'une efficacité dévastatrice. Et tu possèdes l'art insupportable de faire toujours ce qu'il te convient de faire. Et au bon moment par-dessus le marché. Lynette éclata de rire. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Je n'ai pas un ennemi sur terre. Assis sous un cèdre, Lord Winselham admirait les gracieuses proportions de Woodhall. Rien n'en gâchait l'antique beauté. Nouveaux bâtiments et annexes étaient hors de vue derrière la maison. C'était un spectacle à la fois paisible et enchanteur. Tout baigné dans le soleil d'automne. Cependant, ce qui se dessinait devant ses yeux cessait progressivement d'être Woodhall. À la place, il voyait une demeure élisabéthaine plus impressionnante, un parc immense, une toile de fond plus austère. Charltonbury, le domaine de ses ancêtres. Et au premier plan, une femme aux cheveux d'or, à l'expression vive et confiante. Il voyait Lynette, en maîtresse de Charltonbury. Il se sentait plein d'espoir. Cette fin de non-recevoir n'avait rien de définitif. Elle avait besoin d'un temps de réflexion. Bah, il pouvait se permettre d'attendre un peu, comme tout s'arrange bien. Il était certes souhaitable qu'il fasse un mariage d'argent, mais pas au point d'en négliger ses sentiments. Or, il aimait Lynette. Même sans dot, il l'aurait préférée à l'une des filles les plus riches d'Angleterre. Il se trouvait simplement que, par bonheur, elle était aussi une des filles les plus riches d'Angleterre. Dans sa tête, il échafaudait de mirifiques plans d'avenir. Redorer son blason, restaurer l'aile ouest, et plus besoin de louer les chasses d'Écosse à des parvenus. Charles Windlesham rêvassait au soleil. Il était 4 heures de l'après-midi quand un cabriolet brinque-ballant s'arrêta devant la maison dans un crissement de gravier. Une jeune femme en jaillit, petite et svelte sous sa tignasse noire. Elle escalada le perron en 3 bonds et fit sonner la cloche à toute volée. Quelques instants plus tard, elle était introduite dans le grand salon par un maître d'hôtel aux airs d'ecclésiastique, qui annonça avec l'intonation sépulcrale de rigueur: Mademoiselle de Belfort. Lynette! Jackie! Un peu à l'écart, Windlesham regardait non sans bienveillance cette créature impétueuse se jeter dans les bras de Lynette. Lord Windlesham, Mademoiselle de Belfort, ma meilleure amie. Charmante, pensa-t-il. Pas vraiment jolie, mais très séduisante, avec ses boucles noires et ses yeux immenses. Il murmura quelques riens polis et s'esquiva afin de laisser les deux amis ensemble. Jacqueline attaqua bille en tête, dans le style dont Lynette se souvenait si bien. Windlesham, c'est l'homme avec lequel tous les journaux te marient? Alors c'est vrai, Lynette? Tu vas sauter le pas? Peut-être, murmura Lynette. Chérie, comme je suis contente, il a l'air adorable. Oh, pas si vite, j'ai encore rien décidé. Évidemment, les reines choisissent toujours le prince consort après mûre délibération. Ne sois pas stupide, Jackie. Mais tu es une reine, Lynette. Tu as toujours été Sa Majesté, la reine Lynette. Lynette la blonde. Et moi je suis la confidente de la reine, sa fidèle dame d'honneur.
Tu en dis des bêtises, Jackie chérie. Où étais-tu durant tout ce temps? Tu avais disparu. Tu ne m'as jamais écrit. Je déteste écrire. Où j'étais? Aux trois quarts noyés, chérie. Dans le boulot. Boulot sinistre, avec des femmes sinistres. Jackie, je voudrais que j'accepte les libéralités de la reine. Et ben, pour être franche, c'est pour ça que je suis ici. Pas pour t'emprunter de l'argent, mais je n'en suis pas encore là. Mais j'ai une immense faveur à te demander. Je t'écoute. Si tu dois épouser ce Windlesam, tu comprendras peut-être. Lynette sembla un instant perplexe, puis son visage s'éclaira. Oh, Jackie, tu ne veux pas dire que... Oui, ma chérie, je suis fiancée. C'est donc ça. Je te trouvais particulièrement rayonnante. Tu l'es toujours, bien sûr, mais aujourd'hui plus encore que d'habitude. Je me sens rayonner, comme tu dis. Qui est-ce? Raconte. Il s'appelle Simon Doyle. Il est grand et fort, et incroyablement gamin et naïf, et absolument irrésistible. Il est fauché comme les blés, pas un sou. C'est ce qu'il est convenu d'appeler un hobereau, mais un hobereau ruiné, fils cadet, et tout le tremblement. Sa famille est originaire du Devon, et il adore la campagne et les choses de la campagne. Depuis 5 ans, il étouffe. Depuis 5 ans, il étouffe dans un bureau de la City. Mais on vient de le licencier du monde et il se retrouve au chômage. Lynette, si je ne l'épouse pas, j'en mourrai. J'en mourrai. J'en mourrai. Ne sois pas ridicule. J'en mourrai, te dis-je. Je suis folle de lui. Il est fou de moi. Nous ne pouvons pas vivre l'un sans l'autre. C'est très shakespearien. Tu m'as l'air mordu, chérie. Je sais, c'est épouvantable, non? Amour, amour, quand tu nous tiens. Et elle se tut. Ses immenses yeux noirs prirent une expression tragique. Elle frissonna un peu. Ça fait peur quelquefois. Simon et moi sommes faits l'un pour l'autre. Je n'aimerais jamais personne d'autre. Et tu dois nous aider. Lynette, quand j'ai appris que tu avais acheté ce manoir, ça m'a donné une idée. Écoute, tu vas avoir besoin d'un régisseur, peut-être même de 2. Je voudrais que tu donnes la place à Simon. Oh, s'exclama Lynette, saisie. Jacqueline se hâta de poursuivre. Je connais ce travail sur le bout des doigts. Il sait ce qu'est un domaine. C'est là qu'il a grandi. Il a aussi l'expérience des affaires. Oh, Lynette, tu vas lui donner ce travail, n'est-ce pas? Pour l'amour de moi. S'il ne se montre pas à la hauteur, tu le flanqueras dehors. Mais il réussira. Nous pouvons vivre dans un cottage. Et je te verrai souvent. Il fera une merveille de ton parc. Et... Elle se leva. Dis que tu acceptes, Lynette. Dis-le. Promets-le. Ma divine Lynette. Ma Lynette aux cheveux d'or. Ma seule et unique Lynette. Dis que tu acceptes. Jackie... Tu acceptes? Lynette éclatait de rire. Idiote, chérie. Amène-moi ce garçon, que je vois de quoi il a l'air, et nous en reparlerons ensuite. Lynette, chérie... Jackie se précipita et couvrit son ami de baisers. Lynette, chérie, tu es une véritable amie. J'en étais sûr. Tu ne m'aurais jamais laissé tomber. Tu es la plus chic fille au monde. Je te quitte. Au revoir. Mais Jackie, tu vas rester? Moi? Pas question, je rentre à Londres et je reviens demain avec Simon, histoire de mettre tout ça au point. Tu vas l'adorer. C'est un chou. Tu ne veux pas prendre au moins une tasse de thé? Pas le temps, je suis trop survolté. Survolté? Il faut que je cours tout raconter à Simon. Je sais, je suis piqué, chérie, mais je n'y peux rien. Le mariage me guérira sans doute. Ça semble avoir un effet lénifiant sur pas mal de gens. Arrivée à la porte, elle s'arrêta un instant et revint en courant. Poser un rapide et dernier baiser sur la joue de son ami. Lynette, chérie, t'es comme toi, on n'en fait plus. Je regarde juste quelque chose, mais après, je devrais pouvoir continuer.
Alors j'irai probablement pas jusqu'au chapitre 2 parce que là, les chapitres apparemment ont l'air d'être vraiment longs. Je pense que c'est même carrément des parties en fait. Et je crois que les... Ouais, effectivement. Il y a 20 pages encore, mais on a lu à peine 15 en une demi-heure. Donc je pense pas que j'irai jusqu'au chapitre 2. Je m'arrêterai probablement au prochain point, je pense, qui est... Ouais. Dans 3 pages, donc je pense d'ici un quart d'heure. Parce qu'en fait, je crois que les parties sont assez grosses, mais en fait les sous-parties sont délimitées par des petits... comment dire, par des petits points et des petites étoiles pour délimiter. Voilà. Enfin bref, je vais reprendre dans un instant. Je bois juste une gorgée. Alors, Monsieur Gaston Blandin, patron de chez ma tante, le bistrot qui faisait courir le tout Londres, n'était pas homme à accorder inconsidérément ses faveurs. Les riches, les beaux, les célèbres, les bien-nés pouvaient attendre en vain un privilège ou une attention particulière. En de rares occasions, cependant, Monsieur Blondin descendait accueillir courtoisement l'un d'eux, à l'accompagner à une table bien placée, et à échanger avec lui quelques remarques pertinentes. Ce soir-là, Monsieur Blondin avait usé à 3 reprises de cette prérogative seigneuriale. Pour une duchesse, pour un père du royaume, amateur de chevaux, de course, et pour un bout d'homme à la mine assez grotesque et un invraisemblable moustache noire, dont personne n'aurait été imaginé que la seule présence pouvait en quoi que ce soit rehausser l'éclat des lieux. Quoi qu'il en soit, Monsieur Blondin le traitait avec une écœurante flagornerie. Bien qu'on expliquât depuis une demi-heure au client qu'aucune table n'était disponible, il s'en était mystérieusement découvert une, dans un endroit particulièrement bien placé. Monsieur Blondin y conduisit son client avec un empressement évident. « Mais bien sûr, pour vous, il y a toujours une table, Monsieur Poirot. Que ne donnerais-je pas pour que vous fassiez cet honneur plus souvent ?» Hercule Poirot sourit. Il se remémorait des circonstances pas si lointaines où un cadavre d'un serveur, Monsieur Blondin, et une très jolie femme avaient chacun joué un rôle. « Vous êtes trop aimable, Monsieur Blondin. Vous êtes seul, Monsieur Poirot ? » ?»« Oui, seul. »« En ce cas, Jules va composer pour vous un Balthazar intime, qui sera un poème. Un vrai poème. Les femmes, si charmantes soient-elles, ont un vilain défaut. Elles vous détournent l'esprit de la nourriture. Vous allez apprécier votre repas, Monsieur Poirot, je vous le promets. » Quant au vin, une discussion technique s'ensuivit, à laquelle Jules, le maître d'hôtel, prêta son concours. Avant de s'éloigner, Monsieur Blondin s'attarda un instant, baissa la voix et demanda sur le ton de la confidence. « Vous êtes sur de grosses affaires ?» Poirot secoua la tête. « Je mène, hélas, une existence oisive, » répondit-il. « Et j'ai un peu mis de côté dans le temps qui me donne les moyens de dormir sur mes lauriers. Comme je vous envie. » « Oh non, 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 vous auriez bien tort. » Je vous assure que ce n'est pas aussi amusant qu'il n'y paraît. Il poussa un soupir. On dit parfois que l'homme a été obligé d'inventer le travail pour éviter de penser. Et c'est bien vrai. Mais on peut faire tant de choses. On peut voyager. Oui, on peut voyager. Jusqu'ici, je m'en suis pas privé. Cet hiver, j'irai sans doute en Égypte. Le climat est merveilleux en cette saison, paraît-il. On échappe ainsi au brouillard, à la grisaille, à la monotonie de ces sempiternelles pluies. Évidemment, on est à Londres. Ah, l'Égypte, soupira Monsieur Blondin. On peut faire tout le trajet en train maintenant, éviter ainsi la mer, mis à part la Manche, bien entendu. Ah, la mer. Elle ne vous réussit pas ? Poirot secoua la tête et frissonna quelque peu. Moi non plus, compatit Monsieur Blondin. C'est drôle cet effet qu'elle a sur l'estomac. Mais seulement sur certains. Il y a des gens que le roulis ne gêne en rien. Ils adorent même ça.
Encore une injustice du bon Dieu, gémit Monsieur Blondin. Il secoua tristement la tête, ruminant ses pensées impies, et se retira. Des serveurs aux pieds légers à la main à droite s'affairèrent à la table de Poirot. Toast, beurre, soie glace. Ils apportaient tous les à côté d'un repas de qualité. L'orchestre nègre éclatait dans un délire de sons étranges et discordants. Londres dansait. Hercule Poirot regardait le spectacle et enregistrait ses impressions dans son cerveau clair et bien ordonné. Quel ennui, quelle fatigue sur la plupart des visages. Quelques hommes, au solide embonpoint, paraissaient s'amuser cependant, tandis qu'une mort d'endurance se lisait sur le visage de leur partenaire. La grosse Dondon en rouge avait l'air radieux. Sans doute la graisse offrait-elle des compensations. Un piment, une sorte d'appétit de vivre inconnu, de ces gens aux formes un peu plus à la mode. Les représentants de la jeune génération évoluaient çà et là. Certains le regard vide, d'autres l'air de s'ennuyer, d'autres encore carrément malheureux. Quelle absurdité que de vouloir faire de la jeunesse l'âge du bonheur. La jeunesse, l'âge de toutes les vulnérabilités. Le regard de Poirot s'adoucit en posant sur un couple particulièrement bien assorti. L'homme, grand et bien découplé, la femme, svelte et délicate, deux corps qui se mouvaient au rythme du bonheur. Bonheur d'être là, d'y être en cet instant, d'être l'un à l'autre. La musique cessa brusquement. On battit des mains, et elle reprit. Après un second bis, le couple rejoignit la table, non loin de Poirot. La jeune fille avait le visage en feu, et elle riait. Comme elle s'asseyait en levant les yeux vers son compagnon, Poirot put la détailler tout à son aise. Outre le rire qu'elle est, il y avait quelque chose d'autre dans ses yeux. Hercule Poirot secouait la tête, un air de doute. Elle aime trop cette petite, songea-t-il. C'est dangereux. Oui, c'est dangereux. Un mot soudain retint son attention. Égypte. Leur voix lui parvenait clairement. Celle de la jeune fille, jeune, fraîche, sûre d'elle. Avec juste une... Pardon, j'ai perdu ma ligne. Oui, avec juste une pointe d'accent étranger dans la prononciation du R. Et celle de l'homme, basse, agréable, celle d'un anglais bien élevé. Je ne vends pas la peau de l'ours, Simon. Je te l'ai dit, Linette. Linette ne nous laissera pas tomber. Mais si moi, je la laisse tomber, ce serait idiot. C'est le travail rêvé pour toi. En fait, je le crois aussi, tout comme je crois être à la hauteur. Et j'ai bien l'intention de le faire, ce travail. Et de faire de mon mieux. Parce que je t'aime. La jeune fille eut un petit rire. Un rire de pur bonheur. Nous attendrons 3 mois, histoire d'être sûr que tu ne te feras pas flanquer dehors. Et puis alors je te doterai de tous mes biens terrestres. J'ai bien pigé, non? Et comme je me tue à le dire, nous irons passer notre lune de miel en Égypte. Au diable l'avarice! Toute ma vie j'ai rêvé d'aller en Égypte. Le Nil, les pyramides, le sable. Nous irons ensemble, Jackie. Ensemble, dit l'homme d'une voix presque indistincte. Ce ne serait pas merveilleux? Je me pose des questions. Décidément. Je me pose des questions. Est-ce que ce sera aussi merveilleux pour toi que pour moi? Est-ce que tu m'aimes vraiment? Autant que je t'aime? Sa voix s'était faite soudain plus aiguë. Ses yeux s'étaient dilatés, comme sous l'effet de la terreur. Ne sois pas ridicule, tu veux. Je me pose des questions, répéta-t-elle. Puis elle haussa les épaules. Allons danser. L'une qui aime, l'autre qui se laisse aimer, murmura Poirot dans son coin. Oui, moi aussi. Je me pose des questions. Et je pense que pour ce soir, nous nous arrêterons là.
Donc nous reprendrons potentiellement soit demain, soit jeudi, je ne sais pas encore. J'espère que ça a plu aux spectateurs de ce chat, aux spectateurs de ce live. Voilà, on a fait un peu moins d'une heure de live. Moi, ça me plaît vraiment beaucoup de lire comme ça. De lire en... Ouais, de lire en privé, enfin, ouais, entre nous. Je trouve ça particulièrement agréable, particulièrement doux. Euh, J'ai l'impression que ma caméra a du mal à faire le focus. Est-ce que c'est le cas ou pas? Est-ce que c'est mieux si je ferme ça? Non. Je j'ai absolument pas changé de setup. Hein. Tout ce que j'ai fait, c'est ouvrir mon rideau. Ah, je suis content que ça t'ait plu. Ah, je suis super content. Bon bah voilà. Je recommencerai autant que fois qu'il le faut pour terminer le livre. Hein, parce que là, pour l'instant, on a lu ça, il reste... je pense qu'il doit y avoir 200 pages. Il y a 300 pages à ce livre. 200, ouais, 290 pages. Donc voilà. Donc là on en a lu 20, donc je pense qu'on en aura pour quelques soirées. Je pense que ouais, demain ou jeudi on fera peut-être 1 heure de lecture ou peut-être 2 heures, je sais pas encore. Mais voilà, mais ça prend du temps de lire à l'oral malheureusement. Mais je suis très content que ça t'ait plu. Et c'est avec plaisir que si jamais tu veux revenir, fais-toi plaisir. Voilà, ça me fait vraiment super plaisir de t'avoir sur mon live. Ça me fait vraiment super plaisir de t'avoir vu si j'ose dire, enfin, eu un contact avec toi. Faudrait qu'on s'appelle un de ces jours. Bon. Eh bien, est-ce qu'il y a moyen de faire ça aux alentours de 23 h comme aujourd'hui? Ah, ça pourrait être... Ouais, ça pourrait être un... Ça pourrait être un truc assez sympa, effectivement, oui. Je pense que ça pourrait être très sympa. Pardon. Pardon, j'aurais dû laisser ça là. Ça pourrait être très sympa, oui, effectivement, qu'on refasse ça aux alentours de 23 h. Ça pourrait être très sympa. Alors, je garantis pas qu'à chaque fois ce sera autour de 23 h, mais je peux totalement le faire. Et puis même si je le fais plus tôt, normalement sur mon compte Twitch, tu auras les rediffs. Et au pire, les rediffs, je pense que je les ferai aussi potentiellement sur une chaîne YouTube. Je vais peut-être simplement renommer une de mes chaînes actuelles YouTube. Voilà, pour pouvoir justement poster mes rediffs de live. Donc voilà. Faudra qu'on en parle, mais pour l'instant, là au moins t'as 1 heure où tu vas... une semaine, pardon. Ou 10 jours, je crois, je sais plus. Où tu vas pouvoir retrouver ce... Non, c'est une semaine. Où tu vas pouvoir retrouver ce live en rediff. Au moins sur Twitch. Le temps que je m'occupe de faire une chaîne YouTube. Voilà. Je suis très très heureux que ça t'ait plu. Hop, on va passer en conclusion. Voilà, donc merci infiniment d'avoir suivi ce live. Vraiment, donc ça m'a fait vraiment hyper plaisir. Ah bah j'ai deux spectateurs, je suis content. Donc je suis vraiment super content. Merci beaucoup encore une fois d'avoir suivi le live. Comme c'est écrit en dessous, vous êtes de fiers combattants du clan des gentils. Que la gloire et l'honneur pleuvent sur vous et que votre descendance... Sur vous et votre descendance. Et vivement de se recroiser sur un autre live en bataille. Et merci beaucoup, ça me fait vraiment super plaisir. Oh pardon, c'est ici. Merci beaucoup d'être abonné, Srivi 3V. Merci beaucoup, ça me touche énormément. Et ben, à bientôt, je le souhaite. Et tout plein de bisous. Salut, salut!